La gendarmerie nationale informe l'opinion de l'interpellation le 3 octobre 2025 de la nommée Koumaï Bikoni Bidiaté Grace, auteur présumé de contenu audiovisuel manifestement attentatoire à la sécurité intérieure de l'État. Ces contenus, diffusés à travers les réseaux sociaux, appelaient à la haine et à la commission de crimes et délits contre les hautes personnalités étatiques. Pendant que cette affaire est en cours d'instruction devant les instances judiciaires compétentes, des allégations faisant état de viols et des traitements cruels, inhumains et dégradants qu'elle aurait subis lors d'une précédente interpellation le 6 juin 2025, suite à sa participation à une manifestation illégale, sont entretenus et véhiculés à travers divers canaux. En présence de ses avocats, elle n'avait fait cas d'aucune agression sexuelle, ni d'aucun autre traitement cruel, inhumain et dégradant. La gendarmerie nationale réaffirme son engagement à respecter les droits humains et les procédures légales. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte absolument saisissant. Ce n'est pas un article, pas un rapport, c'est vraiment un cri. Une déclaration écrite depuis une cellule de la prison civile de Lomé, au Togo. Elle est signée Grace Bikoniété Koumaï, qui se présente comme sage-femme et femme politique. Notre source, pour être précis, c'est un article de Togo Actualité qui relaie ce texte. Il est daté du 22 novembre 2025. Et notre but, c'est de décortiquer cette parole brute, de comprendre non seulement ce qu'elle dit, mais aussi la stratégie derrière chaque mot. C'est la parole d'une femme seule, en détention, face à la version officielle d'un État. Et il y a un élément qui change absolument tout, qui donne une urgence dramatique à ce texte. Au moment où elle écrit, elle en est à son 16e jour de grève de la faim. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un détail, ça. La grève de la faim, c'est l'arme ultime du prisonnier politique. C'est un acte qui transforme son propre corps en champ de bataille. C'est une façon de dire « vous pouvez enfermer mon corps, mais pas ma volonté ». Ça met une pression immense sur les autorités. C'est donc une parole qui est portée par un corps qui s'affaiblit, volontairement, pour se faire entendre. Pour bien comprendre tout l'enjeu, il faut qu'on vienne au début. C'est quoi l'étincelle de toute cette affaire? Alors, tout commence. Selon elle, le 6 juin 2025. Ce jour-là, il y a des manifestations pacifiques à Lomé. Elle y participe et elle raconte avoir été arrêtée de manière, je cite, brutale. Mais l'arrestation, ce n'est que le début. C'est ce qui se passe après qui est vraiment au cœur de son témoignage. C'est là qu'on entre dans les allégations les plus graves. Exactement. Elle est conduite à la brigade de recherche et d'investigation. Et c'est là, dit-elle, qu'elle subit des violences, de la torture et un viol. Mais ce qui rend son récit particulièrement puissant et accusateur, c'est un détail qu'elle ajoute. Elle précise avoir signalé ses douleurs, notamment au niveau du vagin, à une délégation de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui était présente sur les lieux. Attendez, la CNDH, c'est bien l'organe officiel qui est censé être le gardien des droits humains au Togo. C'est précisément ça. Et c'est ce qui rend la suite de sa phrase absolument glaçante. Elle écrit que sa plainte n'a suscité aucun secours, aucune humanité. L'accusation est double en fait. Elle ne vise pas seulement ses agresseurs présumés, mais aussi l'institution même dont le rôle est de la protéger, et qui, selon elle, l'a juste ignorée en pleine détresse. Donc, l'inaction présumée de la CNDH devient une partie intégrante de l'agression qu'elle dénonce. Une accusation aussi directe contre une commission des droits de l'homme, c'est d'une audace folle. On imagine qu'une fois libérée, elle ne pouvait pas simplement se taire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle est libérée, oui, mais elle ne reste pas silencieuse. Elle souligne qu'elle reçoit des menaces, mais elle décide quand même de parler. Elle publie des vidéos pour témoigner de ce qu'elle a vécu. Et cette prise de parole publique, ça semble être le déclencheur de la deuxième phase. Le 3 octobre, des agents armés du SCRIC, le service central de recherche et d'investigation criminelle, viennent l'arrêter chez elle. Et là encore, j'imagine, elle donne un détail très personnel qui sort du cadre purement procédural.
Oui, un détail qui vise vraiment à illustrer une forme de cruauté. Elle raconte que son enfant de 3 ans, qui voulait juste l'embrasser une dernière fois, aurait été brutalisé par le chef d'opération, qu'elle nomme d'ailleurs Sidi Asso. C'est une manière de dire que la violence qu'elle dénonce n'est pas seulement systémique, mais aussi personnelle, gratuite, et qu'elle touche même sa famille. Ce qui nous amène au cœur de son texte actuel. Elle est donc en prison, isolée, et c'est là qu'elle découvre à la télévision nationale la version officielle, qui nie tout en bloc. La violence psychologique de ce moment doit être terrible. Comment elle réagit? Sa réaction, c'est le pivot de toute sa déclaration. Elle raconte avoir vu sur la TVT, la chaîne nationale, un communiqué officiel qui affirme qu'elle n'a subi ni torture ni viol. Face à ce déni public, sa réponse est d'une clarté et d'une fermeté absolue. Elle écrit cette phrase qui est le cœur battant du texte. Je veux dire clairement, je maintiens l'intégralité de mes déclarations. C'est un refus total de se laisser effacer ou réduire au silence. Mais elle ne se contente pas de réaffirmer, elle va beaucoup plus loin. Elle lance un défi, ce qui, depuis une cellule de prison, est quand même ahurissant. C'est là que sa stratégie de communication devient fascinante. Elle ne dit pas seulement « croyez-moi », elle dit « venez voir ». Elle écrit « Aux autorités qui souhaitent des preuves, je suis ici à la prison civile de Lomé. Que ceux qui veulent voir mes blessures viennent ». C'est une manœuvre incroyablement puissante. Elle renverse la charge de la preuve. Elle oppose le déni administratif, qui est un concept abstrait, à la réalité très concrète de son propre corps, qu'elle présente comme la pièce à conviction ultime. C'est plus qu'une affirmation, c'est presque une performance en fait. Elle transforme son corps en scène de crime et en preuve vivante. Exactement. Et elle invite le public à venir constater. Et elle pousse la personnalisation encore plus loin. Elle ne s'adresse pas seulement aux autorités en général, elle cible une personne génie, la chef d'escadron Masalo AGBA, qui aurait porté ce message de dénégation à la télé. Et la question qu'elle lui posait, redoutable. Comment une femme peut-elle trouver le courage de nier la douleur d'une autre femme? Pourquoi elle spécifiquement? Qu'est-ce que ça change de nommer une personne? Ah, c'est une manœuvre rhétorique classique, mais incroyablement efficace dans ce contexte. En s'adressant à une autre femme, elle ne l'accuse pas seulement d'être un porte-parole de l'État, elle l'accuse de trahir une solidarité fondamentale, une sororité. Elle la force à choisir. Est-elle d'abord une femme ou d'abord une agente de l'État? C'est une question conçue pour mettre mal à l'aise, pour tenter de fissurer la façade institutionnelle et impersonnelle du déni. Elle déplace le débat du juridique vers le moral, l'humain. D'accord. Elle a donc rétabli sa vérité avec une force incroyable. Mais est-ce qu'elle se contente de ça ou est-ce qu'elle formule des demandes concrètes? Dans sa position, que peut-elle espérer obtenir de manière, disons, réaliste? Elle a des demandes très précises. Son texte, ce n'est pas qu'un cri de douleur, c'est aussi un cahier de charges. Il y en a 4 très structurés. La première, c'est la plus évidente, l'ouverture d'une enquête indépendante, impartiale et exhaustive. La demande classique dans ce genre d'affaires, mais essentielle. Mais on sait aussi que c'est souvent difficile à obtenir. Est-ce que ces autres demandes sont plus personnelles, plus ciblées? Oui, la deuxième est très directe et liée à sa situation immédiate. Elle demande la garantie de sa sécurité physique, juridique et psychologique. Et c'est là qu'elle rappelle, très stratégiquement, qu'elle est à son 16e jour de grève de la faim. C'est une façon de dire « ma sécurité est compromise par ma propre action, le temps presse, ma vie est en jeu ». Et au-delà d'elle-même, elle pense à ses proches? C'est quelque chose qui revient dans son texte, j'ai l'impression. C'est sa 3e demande, la protection de sa famille et en particulier de ses enfants mineurs. Et quand on se souvient de l'épisode qu'elle a décrit lors de son arrestation, cette demande prend une résonance très particulière évidemment. Et enfin, la 4e demande, elle élargit la perspective. Elle réclame un suivi rigoureux des institutions togolaises pour qu'elles respectent leur mandat conformément aux normes internationales. En gros, elle internationalise son cas. Et elle interpelle à nouveau directement ces institutions, donc. Cette fois-ci qu'elle utilise en s'adressant à la CNDH, c'est une flèche empoisonnée, n'est-ce pas? C'est plus qu'une flèche, c'est un acte d'accusation quand elle demande à la CNDH de jouer pleinement cette fois-ci, son rôle sans calcul, sans crainte, sans compromis. Elle sous-entend très clairement qu'ils ne l'ont pas fait la première fois. Elle les met au défi de regagner leur crédibilité à travers son cas. Et en appelant explicitement les organisations nationales et internationales des droits humains, elle transforme son histoire personnelle en un test public pour tout le système. Vers la fin du texte, on sent qu'elle change de registre. On quitte le factuel, le juridique, pour aller vers quelque chose de plus vaste. C'est une conclusion très travaillée, oui.
Elle vise à donner un sens plus élevé à son combat. Elle veut s'assurer que son action ne soit pas réduite à un simple conflit politique partisan. Elle écrit « Je suis en mission ». Pas une mission politique, une mission spirituelle, citoyenne, humaine. C'est une manière très intelligente de transcender les clivages. Elle ne parle plus au nom d'un parti, mais au nom de principes universels pour s'adresser à la conscience de chaque citoyen, quelle que soit son affiliation. Et elle ancre cette mission dans ce qu'elle a au plus profond d'elle-même, dans ses identités. C'est ce qui donne une authenticité et une force incroyable à son propos. Elle lie son éthique professionnelle, son engagement civique et son identité nationale dans 3 phrases qui sont comme un triptyque. « Je suis sage-femme d'État, j'ai juré de protéger la vie. Je suis une femme politique, j'ai choisi de défendre la dignité. Je suis togolaise, je crois en un avenir où les institutions serviront réellement les citoyens. » Chacune de ces phrases est comme un syllogisme moral. Ma profession m'oblige à protéger la vie, donc je me bats. Mon engagement m'oblige à défendre la dignité, donc je me bats. C'est très fort. C'est une façon de dire que son action n'est pas un choix, mais une obligation morale qui découle de ce qu'elle est. Et ces derniers mots sont un défi ultime au pouvoir qui l'emprisonne. Absolument. Sa phrase finale est mémorable. On peut priver un corps de liberté, mais on ne peut pas arrêter une âme éveillée. C'est une affirmation de résilience ultime. Elle se redéfinit. Elle n'est pas la victime brisée qui attend passivement. Non, elle est une force agissante, une conscience que les murs de la prison ne peuvent pas contenir. Le but final de sa mission, elle le dit elle-même, c'est d'éveiller les consciences, de briser les silences. Elle se voit comme un catalyseur. Pour résumer donc, ce qu'on a là, c'est la parole d'une femme, Grace Koumaï, qui, depuis sa prison et en pleine grève de la faim, non seulement maintient des accusations d'une gravité extrême, mais qui défie publiquement la version de l'État. Elle ne se contente pas de clamer son innocence. Elle organise sa défense de manière stratégique, en utilisant son corps comme preuve, en interpellant nommément ses accusateurs et les institutions, et en plaçant son combat sur un plan universel, celui de la dignité humaine. Exactement. Et ce témoignage, au final, pose une question qui nous dépasse tous, qui va bien au-delà du cas togolais. En s'adressant au monde depuis sa cellule, Grace Koumaï ne demande pas seulement qu'on la croie elle. Elle nous force à nous interroger collectivement. Que se passe-t-il lorsque la confiance d'un citoyen dans les institutions, celles qui sont censées le protéger, la police, la justice, les commissions des droits de l'homme, est si totalement détruite qu'il ne lui reste plus que son propre corps et sa vie à mettre en jeu, non pas pour obtenir justice, mais simplement pour avoir le droit d'être entendu et cru. C'est la mise à l'épreuve de la crédibilité de tout un système.